on connaît le rôle majeur de l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants envers les orphelins de la Shoah. On connaît beaucoup moins celui de la CCE, la Commission centrale de l'enfance. Cette organisation qui a été le socle de vie de nombreux enfants juifs après la Seconde Guerre mondiale. Et pour réveiller les citoyens à cette histoire, la CCE s'est attelée à réaliser le livre Des larmes au rire, histoire et mémoire d'une organisation juive, laïque et progressiste, 1945-2020. Et pour l'évoquer, nous sommes avec Serge Blisco, vice-président des Amis de la Commission centrale de l'enfance. Bonjour à vous. Bonjour. Les 455 pages qui composent ce livre ne sont pas de trop pour retracer l'histoire de la Commission centrale de l'enfance, dont la première action fut la création des maisons pour les enfants de fusillés et déportés. Oui, c'est une organisation qui est issue de l'UJRE, donc une organisation des Juifs pour la résistance et l'entraide, les deux mots sont importants, née pendant la guerre, qui fut d'ailleurs une des fondatrices du CRIF. Et il est bien évident que il est resté beaucoup d'enfants dont les parents avaient été déportés, qui avaient été cachés, des enfants dont on avait peut-être parfois du mal à retrouver la trace. Et c'est ainsi que l'UJRE eut à s'occuper de 1500 enfants à la Libération entre 1944 et 1945. Comme vous l'évoquiez dans votre introduction, une bonne partie, comme elle était une petite organisation, une bonne partie de ces enfants a été confiée à l'OSE, avec lesquels les liens et le travail étaient excellents, et d'autres ont été pris en charge complètement par la CCE. Alors, quand je dis prise en charge, c'est-à-dire qu'ont été créées ce qu'on appelle des maisons d'enfants, donc des foyers, où tous ces orphelins ou demi-orphelins, et puis aussi un certain nombre d'enfants dont les parents déportés ou très traumatisés par la guerre étaient finalement dans l'incapacité de les élever après-guerre, et donc que ce soit pour des raisons psychologiques, morales, matérielles, et ces enfants ont été pris en charge dans ces maisons d'enfants, qui étaient d'ailleurs très très progressistes et très en avance pour l'époque, complètement mixtes, centrées sur l'autonomie de l'enfant. Et comme ça, on estime que 500 à 700 enfants ont été élevés, éduqués, scolarisés. Ils n'étaient pas scolarisés dans les maisons d'enfants, mais dans les villes où les maisons d'enfants étaient positionnés. Et c'est ainsi que plusieurs centaines d'enfants sont arrivés à l'âge adulte, à 16, 17 ou 18 ans, grâce à la CCE. Les deux organisations étaient donc complémentaires. Les deux organisations étaient complémentaires, elles travaillaient ensemble et beaucoup des animateurs historiques de la CCE avaient travaillé à l'OSE, puisque l'OSE est une organisation très ancienne qui date de bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ils ont développé donc cette pédagogie nouvelle. C'était des gens très progressistes du point de vue pédagogique, qui étaient très inspirés par les grands noms de la pédagogie du XXe siècle, du début du XXe siècle, Makarenko et les Républiques d'enfants, Janusz Korczak, le célèbre pédagogue qui disparut avec ses enfants, qui n'a voulu pas se séparer de ses enfants dans le ghetto de Varsovie, et puis Madame Montessori, le docteur Montessori, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui dans des écoles dites à pédagogie nouvelle. Tout à fait. Alors parmi les fondements de la CCE, vous l'avez dit, une éducation laïque, juive et progressive. Il s'agissait donc des indispensables pour permettre aux enfants de se construire tout en préservant leur identité qu'ils avaient dû nier pendant la guerre. Oui, c'est un point qui a entraîné beaucoup de traumatisme. On a des enfants qui avaient perdu leurs parents, déportés, puis vous savez, il y avait des tout petits enfants qui ne comprenaient pas pourquoi leurs parents étaient partis, pourquoi ils ne revenaient pas, enfin, qui avaient un sentiment de perte abominable et très difficile, on le voit aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui syndrome post-traumatique, etc., était très mal connu. C'est un petit peu l'histoire de Boris Cyrulnik, qui a d'ailleurs... L'histoire de Boris Cyrulnik, oui. qui est un ancien ACCE, qui a donc préfacé notre livre. Hein. Tout à fait. Voilà. Et donc ces enfants qui ne parlaient pas, qui étaient extrêmement traumatisés, auraient pu être finalement, il y a eu une discussion, va-t-on les placer dans des familles juives d'accueil? Il n'y en avait plus, des familles juives d'accueil. Elles étaient incapables de prendre en charge d'autres enfants, il y avait trop de difficultés. Alors, très vite a émergé le fait qu'on allait les réunir et au malheur individuel, essayer de substituer ce qu'on appellerait le bonheur et la joie collective. Bonheur et joie collective, en exaltant finalement les valeurs positives qui avaient été niées ou qui avaient été considérées comme dangereuses pendant la guerre, être juif, vous vous rappelez que ces enfants, certains enfants étaient très traumatisés parce qu'ils étaient élevés en yiddish et on leur avait expliqué tout d'un coup que parler un seul mot yiddish était passible d'être arrêté et conduit à la mort. Donc
il y avait des enfants extrêmement traumatisés à qui on a essayé de redonner une fierté d'être juif. Alors, une histoire juive qui n'est pas une histoire religieuse, hein, une histoire laïque, une histoire appuyée sur la grande résistance des Juifs, mais de tous les temps. On parlait beaucoup, par exemple, de Hanouka et de la révolte des frères Maccabées. C'était qu'on imaginait, on disait, la révolte du ghetto de Varsovie, c'est comme la révolte des Asmonéens, des Asmonaïm contre les Romains. Enfin, vous voyez, il y a toute une éducation, j'allais dire, positive. Le fait d'être juif, c'est un fait qui peut être positif, qui peut être, on apprenait à chanter, on apprenait à chanter en yiddish, on apprenait aussi les chants de résistance, aussi bien en français qu'en yiddish. Mais alors ces enfants ont été heureux collectivement, moins individuellement? Ben écoutez, oui, ce sont des enfants terriblement traumatisés, comme on dit, qui et finalement les seuls moments de bonheur qu'ils ont connus, c'est dans cette période, c'est ces moments passés à la CCE. Et puis ils ont appris des métiers, ils ont beaucoup ont été orientés vers des métiers de manuels, ce qu'ils ont parfois reproché parce que la CCE était dans l'incapacité de leur payer de grandes études, de longues études. Mais beaucoup sont finalement, et c'est ça qui est très intéressant, sont sortis de ces milieux, de ces métiers, pour devenir des hommes et des femmes de culture, du théâtre, de la littérature. Hein, je vous cite quelques noms: Bober, Grunberg, Cyrulnik, et bien d'autres. Dans le cinéma, dans Daniel Darès, etc., sont des gens qui ont, Gabriel Garand, un grand homme de théâtre, sont des gens qui ont finalement mis cette énergie qu'ils ont acquise dans la CCE, c'était dans le domaine culturel qu'ils ont développé par la suite. Et en fait, dans ce qu'on appelait le mouvement d'éducation populaire autour du TNP, après le TNP, Jean Villard et Nouchkine, voilà. Et vous-même avez bénéficié de cette organisation. Quel souvenir en gardez-vous, Serge Bisco? Alors moi, je suis de la génération d'après-guerre, hein, et donc je n'ai pas été dans les maisons d'enfants, mais dans les colonies de vacances de la CCE, qui étaient réparties sur toute la France, en particulier dans les régions où l'air était sain et vif, parce qu'on avait aussi des enfants qui n'étaient pas brillants, j'allais dire, du point de vue, qui n'avaient pas beaucoup mangé pendant la guerre et qui étaient un peu malingres. Hein. Alors c'est un souvenir extraordinaire, c'est un souvenir où j'ai appris qu'être juif, c'était pas simplement devoir se cacher, mais aussi être fier de ses origines. J'ai appris aussi que, vous savez, je suis né dans une famille où le grand traumatisme, c'était la déportation, c'était la disparition des oncles, des tantes, des parents, des grands-parents en Pologne. Donc pour eux, la guerre, pour moi, la guerre, c'était une horreur. Et j'ai appris brutalement non, nous avons appris en le vivant qu'il y avait aussi une autre manière d'être juif et de résister. C'est pour ça l'importance des cérémonies autour du ghetto de Varsovie était très importante. Et nous le refaisons toujours 80 ans après. C'est un moment très important. Il faut signaler au passage la BD Varsovie oui. De Didier Zuili. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons voulu la mettre en forme avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos. C'est une publication qui a reçu aussi une aide, une subvention de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, donc je voulais le signaler, car cette histoire est assez connue dans le milieu juif, ou un peu connue dans le milieu juif, mais pas du tout dans le milieu non juif. Tout à fait. Je suis très heureux que vous puissiez en parler pour vos auditeurs. Tout à fait. Et il faut souligner aussi l'implication de premier plan des femmes dans l'histoire de la CCE. Oui, alors c'est une organisation féminine. C'est une organisation féminine, d'abord parce que beaucoup de femmes se lancent dans le travail social et le travail pédagogique à ce moment-là, et qu'elles ont une attention peut-être plus soutenue vers l'enfance que les hommes qui sont plus peut-être dans le monde politique. Elles essayent de faire en sorte que, ce sont des mères le plus souvent, de faire en sorte que les enfants orphelins soient les enfants les plus heureux possibles. Et parmi ces noms marquants, celui de Sophie Schwartz. Sophie Schwartz, qui est en fait la grande fondatrice et la grande théoricienne dès 1945, date officielle de la création de la CCE, et qui auparavant avait travaillé dans une organisation qui s'appelait Solidarité, une organisation qui s'appelait Solidarité, et qui avait un rôle terrible, c'était de s'occuper des enfants des résistants, des enfants des déportés, et de les cacher dans des familles, parfois dans des couvents, on connaît cette histoire, et surtout de ne pas perdre leurs traces, de garder leur nom. Vous savez, c'est ça aussi qui était une véritable obsession chez ces membres féminines, en grande partie des associations sociales de solidarité, c'est savoir où étaient placés les enfants.
où étaient placés les enfants, payer la petite pension, par exemple dans une famille agricole, etc. S'assurer que les enfants étaient bien traités, bien sûr. Et puis, essayer de dire, le jour où ça c'est fini, tes parents s'appelaient comme ci, comme ça, ils ne sont plus là, etc. Ça, à cette époque, c'est extrêmement difficile, c'est un travail très difficile. Des valeurs collectives imprégnées d'une philosophie laïque, des fondateurs originaires d'Europe de l'Est, cette organisation ressemblait en de nombreux points aux kibbutz qui par la suite ont contribué à forger l'identité sioniste. Oui, je crois qu'on peut y voir beaucoup, en particulier vous savez, dans le collectif d'enfants. Je crois que le kibbutz, je parle du kibbutz historique, avec ces enfants qui vivaient à part, tous ensemble, c'est Makarenko, hein, ce sont des idées qui sont venues de toute l'Europe de l'Est et de ce qu'on a appelé l'école pédagogique de Vilno, où bien sûr il y avait la plupart étaient juifs. Bien sûr. Eh bien, un grand merci de nous avoir donné l'envie de lire ce magnifique livre, Des larmes au rire, enrichi d'une iconographie très riche et soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et saluons au passage ses co-auteurs, Serge Bianchi, Zoé Grumberg et Joseph Kasterstein. Voilà, qui sont tous passés par là. Voilà. Merci beaucoup, Serge Bisco. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci.